Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Tu sais, c'est rare à la série qu'on a proposé à Amazon. Une série sur des rebeux où il n'y a pas de go fast, où il n'y a pas de prison, où il n'y a pas d'action. C'est une chronique juste sur une meuf qui ressemble à toutes les autres meufs, sauf qu'elle va se poser la question de la spiritualité à un moment donné. Elle est dans une famille de rebeux, de meufs. C'est hyper moderne ce qu'ils ont signé à Amazon. Donc pour ça, je leur en serais toute ma vie reconnaissante parce que fallait avoir des couilles pour signer une série de rebeux normaux. Nouvel épisode avec une personne que je trouve très très marrante, Melha Bedia, comédienne, autrice et co-réalisatrice de la série Miskina sur Prime Video. On a parlé du fait qu'elle a été footballeuse au PSG quand elle était plus jeune, de ses débuts sur scène en première partie de Diams, de son rapport au stand-up qui la terrifie, de la jeunesse de Miskina et de ce qui la touche chez un personnage. Maintenant, je vais pas vous mentir, les 3/4 de l'épisode, on ne parle absolument pas de son travail. J'ai posé quasiment aucune des questions que j'avais, parce que je me suis laissée embarquer dans le principe de la roue libre. Donc on a majoritairement parlé d'hypocondrie, de la fois où elle a fait un bad trip et qu'elle voyait tous les gens avec des têtes de la Renaissance, de quand sa mère a cru qu'elle avait gagné au loto, et on essaye aussi de gratter un bureau au ministère de la Culture à Rachida Dati. Du coup, résultat, après on n'avait plus le temps pour parler du reste. Voilà, j'ai perdu le contrôle de ce moment, mais c'est rigolo. Moi je savais pas que t'avais joué au PSG, wesh. J'aime bien ce début de question. Wesh, parce que tu l'as vraiment ponctué par le wesh. Oui, parce qu'en fait, j'ai vraiment pété mon crâne quand j'ai vu ça. Ah ouais? Ouais, je sais pas. Ah non, franchement, je te dis la vérité, j'ai confiance en moi dans rien, mais au foot, je me la raconte. Genre, j'étais trop forte. Je sais pas si je le suis encore. Après, c'est vrai qu'il y a quelques gestes techniques qui restent. Mais ouais, j'ai joué au PSG, mais j'étais passionné. Je suis encore passionné de football, mais à l'époque, je mangeais football, je buvais football. Enfin, c'était ma vie. T'as à quel âge? T'as quel âge là? 33. L'âge du Christ. C'est lui-même. Ouais. T'étais avec des filles qui aujourd'hui sont en équipe de France et tout? Écoute, j'ai vraiment peu de souvenirs. Je crois que j'ai fait partie de la première fournée de. En fait, moi, à mon époque, il y avait vraiment 2 clubs en France. Lyon-Paris. Lyon-Paris. Et encore Lyon, ça venait d'arriver. Paris, c'était plus ou moins en place, mais je crois que c'était la 2e année où ils commençaient. Bon, après, on s'entraînait à Saint-Germain-en-Laye, donc c'était vraiment au camp des loges, à côté des mecs, tu vois. Mais moi, j'ai commencé à la Colombienne, qui était au Racing de Paris à Colombes. C'était vraiment le premier club féminin qui était vraiment un peu sérieux. Et ensuite, comme ils ont vu que j'avais un bon niveau, il y avait des détections à chaque fois, genre 2-3 fois par an. Et j'ai été au PSG ensuite. Mais à mon époque, c'était pas hyper répandu. C'était genre... ça allait pas prendre, quoi. Quand on t'a proposé d'aller jouer à Cleveland pour Step Up, j'avais 12 piges, tu sais, à 12 piges... T'avais 12 ans seulement? Ouais, tu regardes Midi les zouzous, les minicums, et là, on vient de te proposer d'aller aux États-Unis. C'est fou ce qui se passait. Et ma mère, elle m'a dit non d'emblée. J'ai même pas eu l'espoir de rêver 24 heures. C'est-à-dire que vraiment, je suis rentré chez moi. Ma mère m'a dit, il est hors de question, tu prends déjà pas le métro. Parce que toi, t'avais peur ou parce qu'elle avait peur? Non, c'est parce qu'elle avait peur. Moi, j'étais archi chaude d'aller à Cleveland. Puis je regardais, oui, pour moi, les États-Unis, c'était la vraie vie. Et encore plus dans le football féminin. C'était des stars à l'époque. Enfin, même aujourd'hui, mais ouais. Mais à l'époque, c'était vraiment les restars. C'était le football masculin, quoi. Mais pour meufs. À 2 doigts d'inventer le football féminin, finalement. Ah, ça, mais jusqu'où on n'y est pas encore, tu sais, on y arrive doucement. Là, il y a la Coupe du Monde et tout, mais moi, à mon époque, je te jure, on était vraiment, on était très invisibles, quoi. Et en plus, il y avait des petits trucs de, toutes les meufs qui jouaient, c'est des meufs, c'est des garçons manqués, c'était des lesbiennes, elles jouent pas comme les hommes. Enfin, c'était un peu chelou, hein. Donc moi, j'ai réussi, une fois que ma mère m'a dit non, à jouer avec les mecs, au club d'Asnières, parce que j'habitais à Asnières. Et donc, j'étais la seule meuf qui jouait avec les hommes. Et j'avais un vestiaire pour moi toute seule. Et c'était un prof qui était hyper woke pour l'époque, je pense, et qui a dit non, t'es trop forte, viens avec nous. T'en as voulu à ta mère? Ouais, un peu, mais j'en veux à ma mère depuis 30 ans, de toute façon, de tout. Ça va alors? Ouais. C'est juste un truc en plus que j'ai à rajouter sur ma daronne, mais franchement, j'en parle au psy, tu vois, à Melchior. Melchior, ouais. J'ai entendu beaucoup parler de Le Melchior. fameux, oui. Le famoso. Il paraît que t'as un groupe WhatsApp avec genre Melchior, ton médecin et ton imam. Et peut-être Dieu dedans. Non, attends, je sais pas qui t'a dit ça. J'ai plein de groupes WhatsApp différents. J'ai un groupe WhatsApp avec plein de médecins de qualité. Attends, t'as un groupe WhatsApp où tu poses des questions et sur ma santé, ouais. Mentale aussi, hein, mais... Attends, combien de médecins, genre? Ah non, mais tu veux que je te tape juste DR dans le répertoire pour que tu comprennes? Ouais, on m'a dit que t'avais le numéro privé de tous les médecins de l'hôpital américain. Ouais, mais là, ça y est, maintenant, je suis à la clinique Turin. Enfin, tu vois, je commence à avoir d'autres cliniques. Wow. Si je tape docteur, tu vois, j'étais sur docteur Parot à qui j'ai fait envoyer des macarons, qui est une cardiologue, qui est à la clinique Turin.
Et je lui ai envoyé des macarons aujourd'hui parce qu'elle a rendu service à toute la famille de Leïla Bekti et moi en une semaine, genre. Mais qu'on envoie des tests et elle dit tu peux lire l'électrocardiogramme de ma cousine, elle vient d'arriver d'Algérie et on sait pas trop lire. Donc elle nous a rendu tellement de services que j'ai envoyé des macarons. Ok. Docteur Francine Parot, allez la voir, elle est géniale. Ok. Mais tu vois, si je tape docteur. What the fuck? Ouais. Ça vient d'où l'hypocondrie? Doctissimo. Non mais. Bah, je sais pas. Du stress, des angoisses. Je sais pas. Après, j'avais été voir une hypnotiseuse, Catherine, rue Quincampoix. Et elle m'avait dit, elle est rentrée dans mes traumas. Elle m'a hypnotisé en EMDR, là. Et elle avait vu que c'était quand j'étais jeune, je devais passer une radio et j'étais un enfant, quoi. Et j'étais traumatisée par le fait de devoir boire un liquide blanc pour passer une radio, des poumons, je crois. Et j'avais 5-6 ans et il y avait mes parents. Donc c'est la seule fois où je vois mes parents déjà côte à côte. Peut-être qu'il y a un lien avec ce trauma. Et j'ai refusé de passer le test parce que, tu sais, il fallait basculer. Tu sais, quand t'es enfant, ils te mettent sur un truc de radiologie, mais où ils te basculent. C'était un truc un peu impressionnant quand t'es môme. Et elle m'avait sorti ce souvenir, elle m'a dit, ça vient de là. J'ai dit, waouh, elle est trop forte, Catherine rue Quincampoix. Elle doit trop savoir des trucs et tout. Et du coup, je sais pas d'où ça vient. T'es pas hypocondriaque, toi? Moi, je suis dans les deux extrêmes. Je suis dans le déni très très fort jusqu'à ce que je bascule dans j'ai une tumeur. Je vais mourir. C'est certain. Mais ça te stresse de te dire que t'as peut-être quelque chose ou pas du tout? Ah oui, bah, j'ai peur de la mort. Oui, mais est-ce que tu te stresses de maladies chroniques qui peuvent arriver et dégénérer? Tu vois, par exemple, moi, je surveille plein d'organes différents. Un coup, c'est les poumons. Une fois que j'ai passé le scanner, j'ai plus peur, je fume des clopes. Du coup, je retourne chez le cardiologue parce que je trouve que mon cœur, il bat trop vite. Une fois que c'est réglé ça, en fait, à chaque fois, je me trouve un nouvel organe à vérifier. Donc, c'est sans fin, quoi. Petite tournante, ouais, ok. Ouais, non, moi, j'ai plus un truc vu que je suis une grosse couillonne, dès que j'ai des symptômes, je trouve une cause et je mets tout sur cette cause. Ok. Tu vois, genre là, j'ai commencé à prendre des médocs il y a pas longtemps. Tout ce que j'avais, c'était non, mais en fait, c'est des effets secondaires de ça. Tu vois, et du coup, c'est vraiment mon fourre-tout. Je vois tellement. Qui est vraiment ma grosse excuse des fois où, non, j'ai mal au crâne, mais c'est ça. Non, frère, c'est juste t'as bu 4 bières hier, quoi. Donc, ouais. Ok, donc t'es pas loin du terrain hypocondrie. Je peux vite basculer, et surtout dès que je regarde, dès que je lis un article ou quoi, où quelqu'un est blessé, une maladie, j'ai les mains qui bougent et je suis pas bien, quoi. Moi, dès que je vois le SAMU ou une ambulance, je me dis, il y a quelqu'un dans cette rue qui va mal. Et après, ça me met mal. Tu vas vite l'aider? Bah non, mais je me dis, du coup, je vais moins mal que toi, forcément, donc ça me calme un peu, tu vois. Donc t'adores voir passer des ambulances, en fait? Non, en vrai, non. Mais oui, quelque part, tu vois. Okay. J'adore quand les gens sont blessés et dans le coma. Non, waouh. Pas du tout. Non, mais j'arrive plus à regarder. J'ai arrêté Grey's Anatomy parce que je suis devenue hypocondriaque. Ah, donc tu l'étais pas avant? Non, je le suis devenu d'un coup. Mais je crois que je sais pas. Il faut que j'arrête. J'ai tout essayé. Et on m'a même dit, prends un cachet, genre un petit Lexo ou Atarax ou des petits. Je ne l'ai jamais pris. J'en ai toujours sur moi, mais j'ai peur d'en prendre un et que ça me fasse dégénérer de ouf. Ah ouais? J'ai peur des médicaments. Donc en fait, je suis une hypocondriaque chelou. Ah, t'es nul, hein. Enfin, c'est vraiment hypocondriaque nul. Par contre, là, n'importe qui arrive chez moi et me dit, tu peux me passer tel médicament. J'ai tous les médicaments sous ordonnance. Ouais, il paraît que ta pharmacie est mieux fournie que celle de la République. Oui, parce que j'ai pas les génériques, moi. J'ai un problème avec les génériques, j'ai l'impression c'est bizarre de mettre un faux, un vrai et dire aux gens, mais c'est la même molécule. Bah alors pourquoi il y en a deux? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ah mais ça c'est un laboratoire en Roumanie et ça c'est un laboratoire en Suisse. Ben moi je veux le laboratoire en Suisse, les gars. Pourquoi c'est juste plus cher. Donc go, enfin, tu vois. Pourquoi il y a les deux? Puisque mais la majorité pour les faire des gens, moins cher, je suppose. Comme ça c'est accessible à plus de gens, non? Et on va trouver quelque chose un jour. D'accord. Tu veux lancer un complot? Ouais, je pense qu'il y a un complot. Je suis sur TikTok, les gars. Je connais tous les complots. T'es sur TikTok? Enfin, je suis sur TikTok, je me suis mise à TikTok, c'est génial. Ah ouais? Il y a tout et n'importe quoi. Ah oui. Non, mais il y a tout. Oui. L'autre fois, j'avais des vertiges. J'ai tapé vertige, crise d'angoisse, glaçon. J'ai trouvé quelqu'un qui parlait des 3 trucs. Glaçon? Oui, c'est quand tu fais une crise d'angoisse, ils disent que tu prends un glaçon et tu le serres fort dans ta main gauche. Et ça arrête la crise d'angoisse. Ça marche pas. Bah ouais, ce serait... Mais en tout cas, il y a tout sur TikTok. Tu vas voir des trucs sur TikTok? Non, parce qu'en fait, je trouve que le ratio truc intéressant, truc chiant, ça ne vaut pas le temps. Enfin, tu vois, j'ai pas... Ouais. Mais moi, j'aime bien parce que comme je suis une joueuse un peu de casino, je scrolle jusqu'à trouver un truc génial. Ouais, j'ai le temps aussi. Hein. Enfin, ou pas. Mais je devrais pas l'avoir, mais... Tu trouves le temps. Je trouve le temps. Pour les choses importantes. De la merde. Oui. Pas toi? Si, ouais. Mais j'essaye de réduire, là, vraiment. J'essaye, tous les 2 jours, je supprime Instagram quand je dois rien poster. Okay, parce super. Que sinon, j'ai mis tout le monde en sourdine. Donc là, j'ai plus que des trucs suggérés.
C'est et génial. j'ai quasiment plus de potes. Sinon, non, c'est un vortex. Surtout quand c'est dans des tafs comme les nôtres où on doit écrire et t'as personne qui va te pousser le cul. Donc tu dois toi-même te gérer, quoi. Moi, si je m'écoute, je regarde TikTok toute la journée en mangeant la pâte à tartiner algérienne. C'est ça ma life. Je trouve que c'est super. Mais comment t'arrives à ne pas le faire? Bah, le loyer, l'amour. Le loyer, l'amour? Ouais, il y a quand même d'autres objectifs que tu mets un peu plus haut que rien foutre toute la journée. Moi, je me sens mal quand je fais rien toute la journée. Moi, j'ai un truc où si je travaille pas, même si je suis pas la reine du taf, si je me octroie 2 jours off, je me dis, mais t'es une demeure, tu perds tellement de temps, il y a tellement de trucs à faire. Genre? Bah, genre, rendre des projets que j'ai promis, où j'ai été payé pour, ou même aller voir des gens, faire des trucs. Enfin, tu vois, moi, je suis la roi de la procrastination. Mais en vrai, je me sens mal de pas faire les choses, quoi. Mais en soi, je trouve si c'est pour genre aller voir des potes, c'est quand même un truc fun, c'est quand même un loisir. Oui. Ah ouais. Non, mais je te parle de rien foutre chez toi. Ouais, vraiment régressif. Ouais, tu vois, TikTok, pour moi, c'est un truc qui c'est comme le shit. Si t'as rien à faire de ta vie, t'as pas de motivation, t'as pas d'objectif, tu peux sombrer, genre. C'est comme les mecs qui fument des ouinges dès qu'ils se réveillent, tu vois. C'est sûr que ta journée, elle va pas être productive, c'est certain. Tu prends 0 drogue, toi? Non, j'aimerais tellement. Ah ouais? J'ai trop peur. Ah ouais. C'est ça le problème, c'est la peur. Ah ouais. Okay. Enfin, la peur, et parce que je pense que c'est dangereux aussi. Oui, bah oui. Comme ça, je te le dis, hein, pour ton podcast. Mais il paraît, ouais. Je crois que c'est dangereux, Maros. Oui, ok. Je crois. Après, ça dépend lesquelles. T'en as des douces, des mignonnes, je sais pas. J'ai déjà fumé un ouinge, mais ça s'est mal passé, quoi. Ah ouais? Ouais. Parce que justement, t'avais tellement peur que t'es parti en parano. En fait, avec ma meilleure amie de l'époque, on était chez une pote et elle fumait de temps en temps et ça se passait très bien. Et un jour, j'ai dit, vas-y, je veux bien une taf, ça va me détendre. Je fume 2 tafs et je crois que je suis un génie toute la soirée. Je fais les meilleures vannes. Je me dis, mais attends, ça y est, j'ai trouvé. Ok, je vais pas boire dans ma vie, mais je vais être une fumeuse de bédo, c'est stylé le soir. Je vais écrire des spectacles, je vais écrire toutes les 5 minutes. J'ai fumé ce soir-là, c'était génial. Je faisais les meilleurs impôts avec ma pote. Et le lendemain, je me dis, ça y est, j'ai trouvé. Donc j'appelle un pote, je dis, roule-moi 5 bédos d'avance, que je sais pas rouler. Et j'étais avec cette même pote. Et j'habitais rue d'Aumale, qui était le studio en dessous de chez Marina Foïs, que louait son mari à plein de comédiennes, parce que des fois, on n'était pas encore riches, tu vois, pour avoir un bon... C'est trop mignon. Ouais, il avait fait ça à Louane, parce que Eric Lartigot, il l'avait pris sous son aile avec Marina Foïs, c'était trop mignon, mais c'est un studio qui louait, tu vois. Sauf que lui, il nous faisait pas chier avec 3 avis d'imposition, un garant et tout. Il savait qu'on allait payer, mais bon, c'était un petit studio dans le 9e. Donc après Louane, après Adèle Exarchopoulos, après Oulaya, je suis passé là-bas. Je préparais mon spectacle et c'était l'endroit où tout le monde passait et tout. Et ce soir-là, je me dis, vas-y, tu sais quoi, je fume un bédo. J'étais avec ma meilleure pote, j'étais avec Adèle, elle s'endort et je vois le bédo tout bien roulé devant moi et je me dis, oh, je vais essayer, ça va être génial, je vais avoir de l'inspi, il est 1h du mat. Je fume, sauf que je le fume comme une clope, allongée. Oh, la folle! Mais moi, je savais pas, personne m'avait prévenu. Moi, je suis une fumeuse de clope, donc dans ma tête, je savais pas que c'était deux tafs et tu le laisses pour demain. Et là, c'est simple, j'ai réveillé ma pote, je dis, je vois mon corps devant moi, qu'est-ce qu'on fait? Oh, wow. Et la bad, mais le pire bad du monde, j'ai fait. Je suis allé dans la cour, je me rappelle, il y a une grande cour là-bas, et je m'allonge, et je voyais ma pote, je dis, t'as une tête de la Renaissance, je vais à l'hôpital américain. T'as une tête de la Renaissance? Ouais, je voyais que des gens avec des têtes de la Renaissance, genre de la laitière. Et je sais pas, je me disais, mais j'ai fait un vrai bad, j'ai vomi après, elle m'a dit, mange, je dis, je veux pas manger, putain, je veux plus manger de ma vie. Tu sais, je disais ça, et je me suis dit, bon, il y a peut-être une clé pour maigrir là-dedans, mais. Et du coup, t'as plus jamais fumé après ça? Plus jamais. Plus jamais, je crois que je suis apte je fais partie des gens qui peuvent avoir un bad dans tout. Et j'arrive pas à avaler les cachets aussi, par exemple. Oh non, c'est con ça. Je prends que des trucs effervescents. Donc, sinon, faut que je le concasse. C'est horrible parce que des fois, j'ai des petits bouts de amoxicilline dans la bouche. Enfin, je suis cette meuf-là. Voilà. Peut-être je vais toucher un pharmacien et il va m'appeler et il va se marier avec moi. Ben oui, ben alors il y a énormément de pharmaciens qui t'écoutent. Parce qu'en fait c'est l'élite qui écoute ce podcast. Et donc, je l'ai senti. Ouais. À ta manière dont tu fais le podcast, ça se voit que c'est l'élite. Là, tu vois, je démarre sur 5 minutes sport, 10 minutes drogue. Comme ça, voilà, ça fait un petit tri dans les... Tu me dis le sommaire, il est pas mal. Franchement. Donc là, tu comptais... Attends. Déjà, je trouve ça fou parce que toi, fumer un joint, tu as directement pensé en termes comment le professionnaliser, à savoir, je vais en rouler 5, ça va me permettre de travailler. Ouais, de ouf. Alors que c'est censé être le truc de base de détente. Mais en fait, parce que la veille, quand j'ai essayé,
je me suis vu faire les meilleures vannes du monde, mais peut-être qu'il y avait que moi. Hein. Enfin, non, il y avait ma pote qui a dit, ouais, on était hilarante, cut. Le lendemain, je fume, je suis au sol, dans une cour. Enfin, tu vois. Je sais pas. Je sais pas si c'est, mais parce que tous les artistes, ils trouvent un petit truc. Moi, je travaille avec plein de gens qui bossent un peu, tu vois, autant des mecs de la musique ou du cinéma, et ils ont tous leur petit truc pour écrire, ou pour bosser, ou pour être moins stressé. Et moi, je cherchais mon truc, tu vois. Et là, tu l'as trouvé? Non. Oh. L'islam. Ah ouais, ça t'aide? Bah, je suis un peu pratiquante et tout, donc c'est cool. Ça m'aide, mais je vois qu'eux, ils ont un truc fun. Tu sais, la prière, c'est cool, j'en fais 5 par jour. Mais eux, ils ont des sachets de CBD le soir pour bosser et écrire. Ils ont des rituels. Moi, je l'ai pas trouvé encore. Je sais pas. J'écris bien dans le train, donc peut-être je vais me faire des allers-retours ou me pécho un... J'ai un pote, mon ancien coloc, qui faisait ça. Putain, tu vois? Il étudiait bien que dans le train, et donc il se faisait des allers-retours en Belgique. Je te crois pas. Mais tu sais que je crois qu'il y a un truc avec le train. Enfin, avec le trajet. Oui. Ouais. L'avion, je sais, parce que l'avion, je sais pas. J'ai peur. L'avion, c'est pas pareil. C'était moins confort, en vrai. Ouais, et puis à tout moment, tu peux être vraiment béton, tu vois. Alors que le train, pour qu'il se déraille et tout, c'est... Ouais, t'es toujours optimiste. Je suis destination finale, moi. Ouais, oh waouh. J'attends toujours que le boulon se desserre et que... Et te prendre un rondin de bois. Ouais. Putain, traumatisé par ce truc. J'ai lu que tu t'avais ce truc de... J'aime bien bosser la nuit. J'aimais bien ça. J'ai l'impression que la nuit, il y a un truc où t'es fatigué, donc tu lâches un peu. Je sais pas, il y a un truc où j'ai l'impression que quand t'écris, t'es plus inspiré la nuit, mais c'est un truc de complotiste TikTok aussi. Hein. Ouais, mais tu faisais ça avant TikTok. Ouais. C'est toi qui as lancé le complot. C'est moi qui ai lancé la traîne des genoux et des entités la nuit qui viennent te réveiller en disant j'ai une idée, prends le Big 4 couleurs. Oh waouh, bravo. Ouais, c'est moi. Miskina, c'est bien, mais ça, c'est encore un niveau dessus, je trouve. Attends, là, je suis en pour parler avec Amazon. C'est peut-être un truc avec les genoux. Mais les genoux, un télo, hein, les genoux qui aiment l'écriture. Avec des lunettes. Ouais. Des genoux à lunettes des bibliothécaires genoux, tu vois, qui chuchotent. J'ai une idée. C'est un projet de dingue. Lève-toi, s'il te plaît. Ce serait génial. Et du coup, tu fais plus ça? Non, maintenant j'ai écrit dans des rooms d'écriture. Ah oui, maintenant c'est professionnel. Maintenant, c'est professionnel et tout, c'est payé. C'est des réunions. Ouais, c'est des réus. Des réus d'écriture. Des réus avec une alarme qui te dit va à ta réunion, vous mettrez 23 minutes. Le trajet est fluide pour aller à la boîte de prod. Et t'aimes bien que ce soit hyper carré? J'aime bien, non. En fait, moi, faut me mettre un cadre parce que sinon je vis d'amour de Final Draft et d'eau fraîche. Donc c'est vraiment. Bah, ça va. Dedans, il y a Final Draft quand même. Oui. Qui est donc un logiciel d'écriture de scénario. Oui, de scénario qui coûte très cher. Oui. C'est franchement, il coûte archi cher. Très cher. Et c'est là où tu vois les scénaristes crevards ou ceux qui n'ont pas trop les moyens. Mais en tout cas, les crevards, ils écrivent sur Celtics. T'as pas connu ça? C'est un truc gratuit. Si, ouais. Et qui est bien aussi. Mais Final Draft, c'est genre le max. Final Draft, c'est vraiment les scénaristes. Tu veux montrer que ouais, en fait, c'est t'as que percé, pour quoi. Raconter. Écrire la nuit. Ouais, du coup. Ouais, écrire la nuit, j'écris moins la nuit. Mais c'était beaucoup un truc de mon spectacle à l'époque. Là, j'ai plus trop de spectacles, je veux plus trop monter sur scène. Donc, c'était vraiment le truc de, quand je voulais monter sur scène et le spectacle, c'était vraiment un truc, un challenge. Et mon frère, il voulait pas. Et tout le monde m'attendait au tournant en disant, ah, mais c'est la rigolote des terrasses. Et moi, je me disais, mais la rigolote des terrasses? Ben, j'ai tellement pas travaillé beaucoup longtemps à cause et grâce à mon frère que, à un moment donné, j'étais la meuf la plus ramba des grands boulevards, mais juste en terrasse. Et tout le monde m'a dit, mais, pourquoi tu transformes pas l'essai en étant une meuf drôle sur scène? Et je dis, mais peut-être je suis juste une meuf rigolote de terrasse. Genre à l'Indiana. En plus, c'est naze d'être à l'Indiana en terrasse. Je connais pas. Ça, ouais, c'est un truc, c'est une chaîne, genre. Ah, ok. C'est que des trucs congelés, genre. Oh, ok. Enfin, non, mais genre des croquettes, c'est nul d'être l'humoriste j'étais même pas l'humoriste du Café de Flore, genre. Oh, wow. Avec des lunettes. Gauche. Non. Moi, j'étais celle de l'Indiana ou d'un truc Tex-Mex naze. Ok. Il faut bien démarrer quelque part. Hein. C'est l'équivalent du labo du Paname. Exactement, c'est l'équivalent du 16h, tu vois. Où tu vas tester tes vannes et il y a vraiment 5 personnes, dont 2 du staff du Paname, quoi. Oui. On a tous commencé quelque part. Mais oui, non, mais c'est sûr qu'à l'époque, j'avais ce truc de... J'écrivais la nuit, c'était trop marrant et j'avais de l'inspi la nuit. Quand je tombais de fatigue, c'est là que j'avais les meilleures vannes, bizarrement. Ah, donc toi... Alors déjà, ton rapport à la fatigue, c'est... Est-ce que t'as l'impression que quand t'es fatigué, c'est là où tu vas être la meilleure? Oui. Ouais. Il y a un truc bizarre d'excitation, mais j'avais beaucoup ce truc-là sur scène. Et même sur certains tournages, quand j'avais pas dormi de la nuit, t'as une espèce d'excitation. T'as un deuxième souffle. Je ne sais pas d'où il vient. Et je trouve que t'es surexcitée, surproductive, surefficace. Pas sur 3 heures,
mais sur une bonne heure. Et je l'avais vécu même en room d'écriture, où tout ça, quand tu dors mal, t'as un moment de coup de pompe, et d'un coup, tu te réveilles, et t'as des petites, t'as des petites fulgurances. C'est un truc que j'ai testé moi, perso. Après, je sais pas si ça marche. Ok. Donc, ne tombez pas de fatigue pour voir si vous êtes efficace, je sais pas. Ça peut marcher, mais pas longtemps, quoi. Oui, c'est pas longtemps. Tu peux pas faire ça 4 jours de suite. Pendant le ramadan, je sais pas quand pendant le ramadan, comme tu manges pas, que t'es quand même plus fatigué, que t'as vraiment le coup de barre de 11h30 midi, parce que c'est l'heure du repas et que tu manges pas, je trouvais que t'étais efficace, bizarrement. Pendant le ramadan, comme t'es à jeun, il y a un truc où t'as une efficacité de fulgurance entre 14 et 16 heures, je l'ai testé. Hein. C'est un truc de jeûne, hein. Tu peux faire un jeûne thérapeutique si t'es pas musulmane, mais essaye, il y a un truc. Et j'ai fait aussi un truc de jeûne et randonnée où j'ai été dans un truc qui s'appelait Clairière et Canopée, parce que j'ai eu la bonne idée de vouloir écrire un film sur la retraite spirituelle. Okay. Qui ne s'est pas fait parce que mes producteurs m'ont dit je pense pas que ce soit une bonne idée. D'accord. Mais ils nous ont quand même payé à une réal et à moi genre 6 000 € de 4 jours de jeûne et randonnée où on faisait que boire des tisanes et des smoothies. Vas-y, 4 000 € pour marcher et pas manger. T'as pas compris, 6 000 déjà, c'était 6 000. 3 000 par personne. Oh. C'est Clairière et Canopée. C'est genre tout le monde m'a conseillé. Mais c'est du vol. Je pense que c'est du vol. Mais moi, après, je me suis dit, ça se transforme en comédie, ça. Ah, mais oui. Une meuf mal intentionnée qui est en l'erga, qui regarde un truc sur Capital ou Zone Interdite le soir. Le succès des jeunes thérapeutiques et des randonnées. Franchement, moi, j'aurais pu avoir une vieille bicoque dans le 9-1 et créer des jeunes et randonnées en disant, venez les gars, faire du yoga Bikram. Et donc, j'ai été là-bas. Et... Non, mais par contre, je les ai beaucoup charriés. Mais je me suis rendu compte que je ne mangeais pas. Je n'étais que... En plus, il fallait faire une descente alimentaire. J'ai rien respecté. Ils m'ont vu arriver, je dis moi je fume des clopes, hein, je vous préviens. Enfin vraiment ils m'ont vu arriver, ils ont dû se dire bon, elle on va la laisser faire un peu ce qu'elle veut et on lui fera des smoothies. Oh. Normalement c'était que bouillon, liquide et moi j'ai eu le droit à des smoothies mais bon spirulina, des bananes quoi. Enfin c'est ma goutte d'eau, c'est horrible. Mais j'avais la force de marcher 10 km par jour de rando. Donc il y a quand même un délire. Je les charrie, mais je pense qu'ils ont raison sur un truc les bobos un peu illuminés. Ok. Je suis plutôt ouverte. Hein. Ok, donc toi, second souffle, fatigue. Ouais, quand tu fatigues, je te jure, il y a un délire. Après, tu peux pas vivre à l'année comme ça, je pense, mais tente un truc. Tu veux venir faire une journée de ramadan avec nous? Prochain ramadan? Alors, il y a 1 an et demi, j'ai voulu faire une cure de jus. Tu vois, donc c'est vraiment un truc où pendant 3 jours, tu ne manges pas, tu ne bois que de l'eau et des jus. Avec ma copine, on s'était chauffé et tout, on s'était dit, vas-y, on essaye ça, peut-être ce sera dur, mais vas-y, on est 2, on soutient. Ellipse. Jour 1, 11h. Wow, déjà, juste le premier jour, vous n'avez pas tenu? Oui, mais parce qu'en fait, on s'est rendu compte à quel point la nourriture, psychologiquement, c'était important de ouf. Et vraiment, à 11h, on était déprimés. T'as vu, je t'ai dit 11h, c'est l'heure. Déprimés de se dire... En plus, le jus était mauvais. Oui, c'est ça. Et on s'est dit, mais à quoi bon À quoi bon être dans ce monde si ce n'est pas pour manger, en fait? Mais c'était quoi? C'était en mode détox? C'était détox, un peu genre tu rebootes ton corps et tout machin, rien rebooté du tout, hein. J'ai gardé, en plus j'avais acheté un pack genre pour 4. Ouais, je vois. Et vraiment les jus et tout après. Ah ouais, ils sont restés 1 mois dans mon frigo. J'ai essayé de convaincre les gens. J'étais là ouais non tu verras c'est super. Alors que t'as vraiment pas tenu 1 heure. Non. Génial. Et ouais non, du coup je les ai jetés ouais. On a envie hein, d'être une meilleure personne mais. C'est quoi, toi, la dernière fois que t'as voulu faire un truc parce que t'avais envie d'être cette personne et en fait, non. Bah, ça fait 3 jours que j'ai repris le sport. Et je vais dans une salle à côté de chez moi. Et il y a une coach en fait, j'arrive toujours à retourner le cerveau des gens. Les coachs, les psys, les avocats, les juges, vraiment, non, mais ça, à chaque fois qu'on me dit, t'y arriveras jamais, je me dis, vous me connaissez pas. Non, mais en gros, la coach, elle me dit, écoute, tu viens à la salle tous les jours. Je dis, écoute, viens, on se ment pas. Je vais venir à la salle. Mais en fait, déjà, c'est une salle de sport où il y a un peu beaucoup trop de gens que je connais, genre du cinéma ou des... Ouais, c'est les salles un peu premium. Ouais, salles un peu premium qui sont stylées de ouf. Mais soit tu viens archi tôt le matin, mais moi, je croisais à chaque fois des gens et à chaque fois, je parlais avec les gens, moi. Ah ouais. Donc forcément... C'est ta nouvelle terrasse. Est-ce que t'as envie... C'est ça. Est-ce que t'as envie de faire 1 heure de cardio ou... parler 20 minutes à Marina Foïs et Gilbert Melki. Franchement, je me suis posé avec eux. Parce que eux-mêmes cherchaient quelqu'un pour pas aller faire les 1 heure de cardio. Donc l'un dans l'autre, je suis pas sûr que ça nous aide là-bas. Mais bon, je lui ai dit, viens, on fait 3 jours chez moi, où tu viens tôt le matin, et 3 autres jours où je vais à la salle. J'ai dit, vas-y, on commence bien fort. J'ai perdu 15 kilos, là, depuis 2 mois, parce que je mange plus le soir. Waouh. Donc le seul truc que j'ai réussi, c'est à cause et grâce à l'angoisse,
j'arrête de manger, je fais un genre de jeûne intermittent où à 17h, je mange plus le soir. Mais par peur d'angoisse. Hein. Pourquoi d'angoisse ? Parce que j'ai remarqué quand je mangeais le soir, j'avais du mal à déglutir, que la digestion, après, j'étais pas bien. Non, mais je suis folle. Tu parles à quelqu'un qui a des groupes WhatsApp avec des médecins. Évidemment que c'est pas juste de la fantaisie rama. Il y a vraiment des symptômes. Là, au moment où je te parle, si tu regardes là dans mon canapé, j'ai 2 oxymètres. Ah oui, 2. Parce qu'il y en a un en qui j'ai confiance, un en qui j'en ai pas confiance. Et pourquoi tu gardes celui en lequel t'as pas confiance ? Tu lui laisses le bénéfice du doute quand même ? Ok. Sinon, j'ai l'impression que c'est juste un arabe que je vais mettre en tôle. Oh, babe. Donc non, j'ai envie de le garder, même s'il est pas compétent. Ok. Tu vois. Il fait de la peine. T'es vraiment quelqu'un de bon. Je suis une meuf de gauche. Oui. Comme toi, j'imagine. Mais tous les Belges, ils sont de gauche, non ? Bah, disons qu'en Belgique, on n'a pas d'extrême droite. Donc déjà, tout est un peu décalé. C'est pas la peine de me le dire comme ça avec... Ouais, non. Si, en Flandre, si. Ouais, parce que, pardon, les Flamands... Les Flamands, c'est des Allemands un peu moins trash, des Allemands plus, hein. Ouais. Non, mais en Wallonie, on n'a pas. En fait, on est tellement mal organisé que je crois qu'on a oublié de créer l'extrême droite. Après, les Flamands, je les respecte parce que j'ai été à Molenbeek et je comprends qu'ils existent. Pour contrebalancer. Ah, ouais, je capte. Mais en vrai, moi, j'aime... C'est bien, Molenbeek. Ils sont carrés. J'y vais très peu. Ouais, je comprends. Parce que c'est loin du centre. Ok, bah, j'avais tourné là-bas, j'ai rencontré les gens de Molenbeek qui sont très gentils. Mais c'est vrai que t'as envie de... C'est comme quand tu vas à Barbès 2 heures, il y a un moment donné, tu dis oui, on est pas en France. Par contre. D'accord. Moi, j'ai le droit de le dire. Oui, ben, toi, bien sûr. sûr. Tu peux que rire. Moi, après, et déjà rire. Déjà rire. Tu peux le dire. Si on tape sur tout le monde, moi, je pense. Ouais. On est safe. D'accord. Si on tape sur les Arabes, les gros, les Juifs, les gays, les lesbiennes, je pense que si on tape sur absolument tout le monde, on a le droit de rire. Eh ben, let's go. Ouais. On commence par quoi ? J'ai ma petite idée. Non, mais les femmes. Non, je rigole. Ah. Franchement, on peut jamais faire de vannes. Tu te rends pas compte ? On peut plus rien dire. Hein. Et c'est fou. Hein. C'est fou. Je croyais que c'était faux et en fait c'est vrai. C'est vrai. Vraiment, Prem Dog ? Genre vraiment, sur scène, je crois qu'on a le droit de tout dire. Mm-hmm. Moi, j'ai joué en 2017, les gars. Je suis plus d'actu, mais en tout cas, à l'époque, moi, je ne m'interdisais rien et tout passait. Mm-hmm. Je crois qu'on a quand même régressé de 2017 ou 2018 à maintenant. Il y a des doses, quoi. Tu peux tomber pour des vannes. Enfin, je sais pas, il y a un mec qui a été viré d'une radio. Bon. Ouais. Moi, je suis pour. En plus, tu sais quoi ? Si je suis hyper honnête, il y a plein de vannes. Par exemple, les vannes sur les 3 religions. Moi, ça m'embête parce que je sais que ça blesse des gens et ça peut me blesser. En revanche, si on dit que c'est la liberté d'expression, je respecte. Ça veut dire fais toutes les vannes que tu veux. Mais il faut qu'on fasse toutes les vannes qu'on veut. Tu vois ce que je veux dire ? Qu'il n'y ait pas un espèce de petit filtre avec cette vanne ouais, cette vanne non, cette vanne ça non. Si on fait des vannes sur tout le monde, même s'il y a des trucs qui me blessent, au nom de la liberté d'expression, moi je ferme ma gueule. Mais il faut que ce soit les mêmes vannes pour tout le monde, quoi. Moi, c'est ce que je dis. Venez, on fait des vannes sur tout le monde. Ok. Viens, on crée un truc, on monte sur scène, et c'est comme un podcast, des trucs de bobo là qui marchent. Comme ça. Tu sais, où ils mettent plein de chaises et c'est génial et on est tous intelligents et de gauche et tout. Vas-y, t'as fait la poudre. Tu peux pas... J'ai adoré la poudre. Ben oui. Je suis féministe. Hein. Mais à trop le dire, c'est chelou. C'est ça que j'ai dit aux féministes, moi. Ah, d'accord. Elles m'ont gonflé. Faut pas trop le dire. Ouais, je suis féministe. Viens, juste on défend les femmes parce que c'est normal. Moi, je suis chaude. Soit on monte un parti politique, sachant que je suis très proche de Rachida Dati. On peut lui gratter un petit truc, je sais pas, un bureau, au ministère de la Culture, un truc. Et on aide les femmes. On aide toutes les minorités. Je suis sûre c'est possible. Ah, par contre, c'est vraiment, ça qui si m'effraie avec on toi. Va frapper. Tu veux que je lui envoie un message tout de suite? Rachida Dati, mais s'il te plaît, envoie-lui un selfie en disant coucou, on arrive. mais non. Non, mais je te montre juste que Rachida, ouais, en fait, ce qu'elle a, elle a un truc comme plein de potes à moi. Elle met des messages éphémères. C'est-à-dire qu'on se parle. C'est une dealeuse. Elle a pas confiance en tout le monde, en tout cas. Ah ouais, non, les messages éphémères, c'est vraiment un truc de dealer ou de mec pas sain, quoi. Ouais, mais j'ai plein de potes comme ça, donc je sais pas si je je dois me poser des questions. Ouais, mais tu fréquentes qui? Je fréquente. Ça fréquente, quoi. Et toi, tu fréquentes qui? Toi, t'as que des gens qui laissent les messages? Moi, j'en ai un seul qui a ça, mais je crois que c'est juste parce qu'il sait pas utiliser son téléphone et un jour, il l'a mis et il a oublié de l'enlever. Après, j'ai des potes et tout, je connais des gens qui sextotent un peu et t'as des photos, des photos un peu sexe et tout. Elles ah oui, là, je capte alors, mais Mais là, Rachida, non, pour le coup, elle m'a pas envoyé de photos de sexe. Tu vois, on s'envoie des messages tranquilles, quoi. On parle de la culture, quoi. C'est important, la culture. Mais en vrai, politique, je comprends qu'il fasse ça. Surtout Rachida Dati, elle envoie des dingues. Ouais, ça se voit. Ça se voit, en plus, si je la chauffe, nous, on peut tomber, elle et moi, tu sais, main dans la main. Tata et la petite nièce, tu sais, dodu. Allez. C'est moi qui vais te tirer. Non,
J'aime beaucoup Rachida Dati. Je suis pas forcément d'accord avec tout le bord politique de droite, tout ça. Mais bon, enfin, je crois qu'il y a plus de bord politique. J'aime vraiment beaucoup la femme qu'elle est. Ok. Genre, vraiment. Je l'aime trop. Ok. Elle m'avait trouvé un lycée à l'époque et tout. Donc, Ouais, j'ai lu ça. Je peux pas cracher sur quelqu'un qui m'a aidé. Ok. Ça se fait hop. Attends, de base, on voulait gratter. Tu m'as dit, on peut gratter un bureau. Ah oui, tu veux. Qu'est-ce qu'on fait pour améliorer les choses? Moi, je suis pour qu'on rende le quotidien de certains plus cool. Qu'ont besoin. Les hommes blancs. Oui, ouais, les femmes, ouais. Ouais, les femmes, frère, les femmes. Ouais. Elles sont en galère, on est toujours pas payé pareil. Enfin, non, mais c'est une dinguerie, en vrai. Ouais, mais ça, c'est quand même censé être le rôle de quelqu'un, déjà. Genre qui? Ben, vous avez pas ministre de l'égalité des chances? Vas-y, comment elle s'appelle? Mais je sais pas, c'est pas mon pays. Non plus. Mais là, sur ça, c'est pas mon pays non plus, puisqu'elle sert à rien. T'as déjà entendu? Ouah, elle a pris parti, il y a la ministre de l'égalité des chances qui est arrivée. Elle a jamais rien fait. Il y a une réforme, t'as entendu un truc, ça a bougé, non? Non, donc mais vous, j'ai l'impression que les trucs, ils passent en chemette, en plus. Mais c'est ce que je te dis. Elle sert à rien, la selle. Ou la suit, je sais même pas qui c'est. Attends, on va taper. Ministre d'égalité des chances. Mais tu vois, c'est fou, je savais qu'il y avait un poste. Mais c'est un poste où la meuf, elle a juste un salaire et une carte essence, hein, les gars. Ah, mais nous, c'est ce qu'on va faire quand on aura notre bureau à côté de Rachida. Hein. Tu veux que je demande un bureau pour l'égalité des chances? Bah, franchement. Ministre. Imagine. Mais qu'est-ce que serait quoi la première réforme à faire? Déjà, t'es belge, tu viendrais pas dans mon ministère. Et en fait. t'es raciste? Bah non, mais bon, viens, je prends une française. Putain, j'en ai marre. Ça, c'est pas ma France. Ça, c'est pas ta France à toi. Putain, Salima Sa. Et c'est Salima Sa qui occupera désormais ce poste placé sous la tutelle d'un homme. Mais c'est fou. Je te jure que je n'invente rien. Sous la tutelle d'un homme, Paul Christophe, nommé ce samedi 21 septembre ministre de Solidarité, de l'Autonomie et de l'Égalité entre les hommes et les femmes. Mais pourquoi il allait sous la tutelle d'un homme? Terrible. Allez, capture d'écran. C'est terrible. Écoute, il faut ce bureau. On garde Salima, on enlève le mec. On enlève Polo, là. Ouais. Christophe. On enlève le principe de tutelle de manière générale. Ouais, on fait un petit bureau communiste. Comme s'il n'était pas assez capable de gérer ça. Alors, peut-être on va d'abord vérifier qui elle est, parce que peut-être elle est pas capable. Peut-être la meuf, elle a fait des dingueries. On est en train de défendre une meuf juste parce que c'est une meuf, moi ça je suis pas d'accord. Ça, c'est le syndrome de Marlène Schiappa. Hein, donc on va se calmer. Putain, elle a quand même fait un beau shooting en fin de carrière politique. Mais en fait, c'est ça qui est fou dans votre politique, c'est que c'est un divertissement. divertissement. Écoutez, vous avez un roi. Ah, mais ça, j'adore. Alors, je sais pas, parce que moi j'avais des discussions et la monarchie, c'est pas un délire qui me plaît. Mais en fait, nous, ça me plaît parce que ça ne sert à rien, ça n'a aucun pouvoir. C'est pas comme en Angleterre, tu vois, où là, il y a un vrai bail. En Angleterre, tu vas au Maroc, tu vas dans les Ah ouais, non, nous, c'est juste, tout ça, ils font coucou au défilé, mais ça n'a aucune importance. Oui, c'est le ministre qui décide de tout. Oui, c'est juste, nous, ça fait plaisir aux vieux. Et donc ça, c'est trop marrant. Alors, si c'est juste pour avoir des sous-tasses avec sa tête, c'est cool. C'est ça. Bah, ok, alors. Bah, cool. J'adore la Belgique. J'adore les Belges. Je te jure, ils sont cool. C'est des Françaises, c'est des Français, mais marrants. Et pas malaisants et arrogants. Bah oui, non, c'est juste personne nous a jamais pris au sérieux. Donc par contre, ouais. Non, je sais, mais je vous aime bien. Écoutez, on va tourner des films là-bas parce que c'est moins cher. Mais je sais, nous, le Tax Shelter, c'est vraiment ça qui nous sauve. Hein. Ah, mais tant mieux. Après, tous les films que j'ai tournés avec la Tax Shelter, c'était des films de merde. Oh merde. Je me suis rendu compte. Tu le sais quand c'est des films de merde en le lisant ou c'est après que tu te dis... Alors, en lisant, j'ai un petit doute, je dis j'y vais pas. Il y a un film que j'ai fait où je te jure que c'est vrai. J'ai lu, mon agent il a lu, il a dit non, c'est hors de question. Et tellement ils m'ont pas là, mais genre ils m'ont fait un vrai travail au corps. Pas là, c'est du verlan. Ils m'ont pas lâché. Ah waouh, ok. Moi je partais sur un mot à 3 syllabes, donc j'étais là. La chanteuse, ils m'ont pas là. Non, ils l'ont. Ok. C'était un biopic d'ailleurs de Sheila. C'est exactement ça. Tu l'as pas vu? Juste une petite citation, c'était la petite fantaisie. J'ai préparé, hein. Je l'ai vu ce film. Bravo les podcasts de Fanny Rue. Non, en gros c'était un film. Moi, je n'ai pas de problème à faire des grosses comédies où c'est familial, où c'est UGC, tout ça, j'adore ça. Oui, genre Audrey Fleurot, la très très grande classe, c'est ça? Exactement. Ouais. Ce film-là, à la base, je me suis dit, vas-y, si je mets un peu mes vannes et tout, c'est de celui-là dont on parle. Bien sûr. D'accord. Qui a été titré par Le Parisien, ça a été titré La très très grosse daube. Ah oui, c'était marrant quand même. Je suis la meuf, comme on est des gens très en bas dans mon entourage, on m'a offert, et dans les toilettes, j'ai affiché La très très grosse daube avec ma tête. Et je me suis dit, j'assume, parce que j'aimais bien le réal et tout à la base, sauf que je pensais qu'il allait me laisser mettre des petites vannes à moi et tout ça. Et je savais que j'allais vers un film qui allait me dépasser. Et je l'ai tourné longtemps, je suis resté 2 mois et demi en Belgique, avec Audrey Fleurot. Ah ouais, putain, c'était long en plus. Ouais, c'était long. C'était très très long. Et comment fin de Covid, tu sais, on faisait des tests et tout, enfin c'était vraiment standard. Ah ouais. Et... Si je te dis toute la vérité, c'était là une catastrophe, ce tournage. Pourquoi?
Parce que le réal que j'aime bien, tu vois, mais qui est un fou dans le travail, en fait. Mais c'est un peu tous les réals, non? Dessus et tout. Non, ouais, mais crie-moi dessus si t'es kéchiche. Tu vois ce que je veux dire? Fais-moi la zermie si tu m'emmènes récupérer une palme d'or. Mais si c'est pour un film familial, bon, flemme que tu me parles mal, non? Et qu'est-ce qui t'a intéressé dans le truc, du coup? Moi, j'adore les bonnes vannes. Tu sais, je suis aux grosses têtes. Je suis un côté très beauf et très hype, moi. À la fois, j'ai ce grand écart-là. Et je l'assume totalement et j'aime trop. Sauf que là, après, c'est juste que le tournage, il était relou parce qu'il était un peu... Il est particulier dans le taf et tout. Il va vraiment l'écouter. Je t'embrasse. T'inquiète, personne écoute. Des fois, il y a des films que tu fais, tu te dis, ça va le faire. Et en fait, ton premier avis, c'est de pas y aller, mais tu y vas quand même. Et tu te dis, vas-y, peut-être qu'avec la force des choses et sur le tournage et le montage, et peut-être que je pourrais apporter mes trucs à moi et tout. Et en fait, tu te rends compte que tu peux pas apporter tes trucs à toi, qu'on te parle mal, et que c'est pas forcément tout le temps mon humour, mais tu sais pas, tu te dis, ça va rencontrer un public, tu te dis, si les gens ils sont sincères, ça va marcher, je sais pas. Et des fois, c'est un flop. Et ça n'est pas le cas de ce film d'ailleurs, mais. Ça a bien marché? Je crois que ça a fait entre 400 et 500 000, donc c'est. Ok. Je me rends pas du tout compte de ce qui est beaucoup. Post-Covid, je crois que c'était pas mal. Oui, ouais, j'avoue. Mais lui, c'est un mec qui avait fait beaucoup d'entrées, tu vois. Donc, mais c'est très familial. UGC, tu sais, c'est les affiches où tu te dis, mais non, personne n'a validé cette affiche. En bleu en fait, et en jaune. Ouais. Mais bon, après, je regrette pas de l'avoir fait, mais c'est juste que des fois, tu te dis, c'est bien quand t'écris tes trucs à toi aussi. En fait, moi, j'ai le luxe de pouvoir écrire mes trucs à moi, donc quand je vais tourner pour d'autres gens, j'aime trop quand j'adore le scénario, ou j'adore l'expérience du tournage, ou j'adore l'histoire. Faut pas y aller pour l'oseille, en gros. C'est ça que je suis en train de te dire. Comment t'arrives à te mettre dans un truc où genre tu joues quelque chose qui est écrit, que des fois t'as pas écrit toi-même? Ah ouais, c'est intéressant. Bah moi, quand c'est un personnage très différent de moi, et c'est assez rare, mais quand même parfois il y en a, j'essaie de toujours de trouver un truc qui me lie au personnage. Je sais pas, toujours j'arrive à trouver un petit truc, et je parle beaucoup avec les réals, parce que comme j'aime trop l'écriture, j'aime trop leur demander, mais t'as pensé comment à ce perso, comment t'en es arrivé à ça, et tu le vois comment et tout. Et après, je trouve que quand t'es sur un tournage, faut trop respecter le réal ou la réal, parce que c'est sa vision, c'est son truc. Donc quand je suis sur un tournage, même si je propose des choses, je respecte grave la vision et ce qu'il a écrit, tu vois. Je veux pas m'inventer de vie, je veux beaucoup coller à ce que lui a en tête, parce qu'après je peux apporter des choses, mais c'est vraiment lui d'abord qui est à l'origine de ça. Okay. J'ai parlé très Prom Dog. J'ai l'impression d'être dans Beau Geste avec, c'est là où les comédiens ils parlent Prom Dog, et ça me dégoûte. C'est le podcast du conservatoire, en fait. Petite merde, ouais. Du cons. Comment ça s'est passé, Miskina? Ça vient d'où? C'est toi qui arrives avec l'idée? C'est eux qui t'ont demandé un truc? Franchement, je n'ai pas du tout mon idée. J'avais aucune velléité à m'inventer de live de je veux faire une série, je veux réaliser et tout. Attends, t'as réel, Miskina? J'ai co-réalisé. Okay. Avec Anthony Marciano. Lui, il a fait tous les trucs relous et moi, j'ai fait tous les trucs kiffants. Genre? À savoir, aller chez Quotidien dire ouais, c'est du génie, c'est moi. Ok. Non, en gros, lui, il avait fait franchement, on a bossé tous les deux. Je me suis tapé les repérages techniques et tout. Vraiment, le truc, je m'en foutais de savoir où on allait mettre un générateur. Tu vois. Et non, on a vraiment co-réalisé tous les deux, mais c'est vraiment lui la partie plus technique. Moi, je suis pas très technique. Toi, c'est plus genre mise en scène. Ouais, après lui aussi, il était en mise en scène, mais moi, j'étais bien dans la déco. J'aime trop. Genre, comment s'habillent les personnages, comment ils parlent, bon, après, c'est ce qu'on écrit, mais tu vois, c'est vraiment le terrain. J'aime bien le plateau, moi. Ok. Et aussi, le chef déco. J'ai une révélation, j'adore la déco. J'adore les chefs déco. T'as toujours fait un peu des trucs comme ça avec Diams, ouais, j'étais en costumes, mais je trouve ça génial de créer un lieu où des gens, des personnages que t'as créés, genre, il y a 1 an, vont vivre. Je trouve ça fou. Je trouve que, et j'aime pas quand ça ressemble pas à la vraie vie. Ouais, c'est les Sims avec l'oseille du cinéma français, c'est trop bien. Avec le CNC. Le code Motorload. Ouais. Putain. Et du coup, Miskina, qui t'a demandé? Miskina, en fait, Forte, c'était mon premier film que j'ai coécrit. Qui est sorti sur Amazon parce que c'est le Covid. Parce que c'était le Covid. À la base, on avait fait plus de 90 avant-premières. Tout ce profil est génial. Les gens avaient des bêtes de réaction. Les avant-premières étaient pleines. La promo était trop cool. Et hop, fermeture des cinémas. Voilà. Juste pour la vanne, je trouvais ça marrant, moi, mon premier film que je coécris doivent sortir et qu'il y a une pandémie mondiale. Je trouve que c'est la meilleure vanne que Dieu m'ait faite. Ah, c'est la meilleure? Tu peux pas, là, pour l'instant, j'ai pas trouvé mieux. C'est un retour de karma de quoi? Qu'est-ce que t'as fait? J'ai dû faire du mal. Mais moi, tu sais, je suis musulman, donc je me dis, même quand c'est un mal, c'est bien. Je sais pas. En vrai, le film, après, il a méga bien marché sur Amazon. En fait, il a cartonné sur Amazon, bizarrement. Non, mais puis Pourquoi bizarrement? Suivi. Parce que c'était les débuts d'Amazon. Personne n'avait vraiment Amazon. Tout le monde avait Amazon pour se faire livrer
des tournevis pendant le confinement et des étagères. Mais en vrai de vrai, c'était un des premiers programmes français qu'ils ont acheté. Et voilà, il y avait rien sur Amazon. Moi, j'avais Amazon sans le savoir, par exemple, comme tout le monde. Et du coup, ce qui était fou, c'est qu'en un mois, je me rappellerai toute ma vie, on m'a dit ton film il sort pas. Je suis partie me confiner à Levallois chez ma cousine avec son mari. Et je me suis dit, mais c'est-à-dire, et je faisais de la promo en visio où les gens me disaient mais comment tu vas faire, et je savais pas, et j'avais appelé ma productrice, j'ai dit je t'en supplie, soit vous le vendez à Amazon, Netflix, n'importe, soit je le mets sur YouTube. Je veux que les gens le voient. J'avais fait une trop bonne promo, j'étais trop triste, tu vois. Ça veut dire mettre des millions dans un truc. Ouais, mais c'est pas mes millions déjà. Oui, non, toi, oui, mais en eux... fait, je pensais trop à l'œuvre. Je me suis dit, j'ai trop travaillé. Ça fait 4 ans. Je veux que les gens ils le voient, même si c'est de la daube, je m'en fous, je m'en branle. Je veux que les gens le voient. J'ai trop taffé. Et du coup, en un mois, ma productrice Margot Marciano, elle m'a dit, tu sais quoi, on va faire un truc fou qui n'a jamais été fait. J'ai dû faire une vidéo où je parlais à des gens aux États-Unis, à Los Angeles. Ah oui, Zoom, j'ai vu ça. avec un anglais approximatif à Levallois-Perret. Hein, mais surtout, t'avais l'air d'une enfant devant sa télé qui dit bonjour, mon rêve c'est de faire la Star Academy. C'est exactement ça. Je leur disais, voilà, there is a big deal. It's a big problem. It's a pandemic. I have a movie. Buy my movie. Tu vois, et je pense que ça les a touchés, vraiment. Et ils ont acheté le film Amazon, et en un mois ils ont tout fait pour le mettre, alors que avec la chronologie des médias et tout, il y avait des trucs où tu pouvais pas. C'était genre, ça a fait jurisprudence, ce film Forte. Ça n'existait pas. En même temps, le Covid était aussi une jurisprudence c'est personne ça, en fait. ne savait quoi faire. Et en fait, ça a été la bonne OP dans notre malheur, on a eu ça, quoi. Donc tant mieux, ça a marché sur Amazon, et après Amazon a dit on veut ta série, on veut un truc de toi. Est-ce que c'est un peu Phoebe Waller-Bridge après Fleabag, Amazon a dit t'es un peu avec nous, quoi que tu fasses. Un peu. Là, c'est Amazon qui paye l'appart. C'est Amazon qui paye pas mal de choses depuis quelques années. Mais pas que, hein. Mais quand même. Non, Amazon, j'ai une petite histoire particulière avec eux depuis Forte, donc forcément. J'ai vu des gens qui ont eu des promotions grâce à Forte. Des gens avec qui je parlais en Zoom, qui sont devenus des directeurs financiers, des trucs et tout, c'est trop bien. Je me suis trop bien entendu. Après, les plateformes, ça a ses limites aussi, tu vois. Je suis pas là à te dire c'est génial les plateformes. Là, je rêve que de faire des films pour aller au cinéma parce que j'ai fait beaucoup de plateformes. Et c'est quoi la différence quand tu le crées? De t'as gens plus qui de mettent leur nez liberté, dedans. Maros, t'as plus de liberté. En vrai, moi j'ai eu plus de liberté. Tu sais, c'est rare à la série qu'on a proposé à Amazon. Une série sur des rebeux où il y a pas de go fast, où il y a pas de prison, où il y a pas d'action. C'est une chronique juste sur une meuf qui ressemble à toutes les autres meufs, sauf qu'elle va se poser la question de la spiritualité à un moment donné. Elle est dans une famille de rebeux, de meufs. C'est hyper moderne ce qu'ils ont signé à Amazon. Donc à ça, pour ça, je leur en serais toute ma vie reconnaissante, parce que fallait avoir des couilles pour signer une série de rebeux normaux. Je te jure, en vrai, on fait des vannes dessus, mais je suis pas sûr que les autres plateformes, elles y seraient allées. Là, maintenant, tu vois, ça avance, tout le monde devient un peu ouvert, mais je te jure qu'à l'époque, je leur en dois une bonne à Amazon, parce qu'ils ont été au bout d'un truc, et en plus, ça a marché. Donc, t'as même des gens chez Amazon qui disaient, ouais, mais c'est quand même pas, il y a pas de high concept, c'est juste l'histoire d'une meuf dans... Ouais, mais non, mais comme n'importe quelle série qu'on voit ailleurs, c'est juste là, c'est des Arabes, quoi. Ouais, sauf qu'en France, tu vois, ils sont pas habitués à signer ce genre de série. Honnêtement, ça peut aller sur Arte. Oui, c'est vrai. Mais pas sur les grosses plateformes. Et j'ai trouvé ça très audacieux de leur part. C'est incroyable que vous soyez doublé en allemand pour Arte. Tu veux que je te dise, alors là, on vient de me dire que les Allemands rachètent le remake de Miskina. What? C'est fou, et donc, bravo! Ouais, je suis trop contente, ça me fait marrer. Donc je crois qu'on va, Xavier Lacaille et moi, on doit faire un peu de consulte avec des producteurs allemands, avec une famille turque en Allemagne. Je trouve ça génial. Ah, de ouf. Je me dis, ok, bon, bah, tu vois, on n'a pas fait ça pour rien aussi. Ça me met un truc un peu mignon. Et en même temps, on l'a fait sur Amazon, là où il y a LOL, là où il y a des trucs un peu plus mainstream, populaires, trucs, tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, pour ça, Amazon, j'ai un petit truc de confiance, j'ai un petit contrat de confiance comme chez Darty avec eux. Alors que les autres plateformes, je sais qu'ils m'auraient dit autre chose. Ils m'auraient pas laissé passer, moi qui mets le voile, épisode 2, ou alors des onirismes à la casse. On a eu une liberté folle qui donne la saison 1, qui est parfois un peu poétique, un peu profond, et parfois des vannes nazes, tu vois. Je te jure, Amazon, ils ont eu les couilles de le faire. Et on a tourné en Algérie, là où personne voulait tourner en Algérie. Hein. Mais c'est eux qui sont venus vers toi, du coup? C'est eux qui sont venus complètement vers moi après le succès de Forte, pour le coup. Et un peu avant, si je dois être très honnête, ils m'avaient proposé de faire la voix off d'un truc et j'avais refusé. Et en gros, on avait un petit contact, quoi. Mais c'était pas, j'avais pas une relation de travail réelle avec eux, quoi, tu vois. Je vais pas m'inventer une vie, mais c'est les seuls. C'est pas Netflix qui est venu me parler en premier, c'est vraiment Amazon. Bien avant la Covid. Et les gens qui disent la Covid, je peux les balayer.
du coup, Miskina? Comment ça s'est passé? Xavier, t'avais déjà bossé avec lui? Jamais. Xavier, je l'ai rencontré. En fait, en gros, Amazon nous dit, c'est quoi ton prochain projet, Malha? On veut en être. Et je dis, bah là, pas d'idée. C'était la fin vraiment fin de Covid. Et ils me disent, écris une série. Et je dis, ah non, mais moi, je sais pas faire. Déjà, je viens de comprendre comment on écrivait un film. Je vais pas m'inventer une vie et tout, mais j'ai des producteurs qui sont super, qui ont dit, Malha, c'est simple. On va te mettre les meilleurs scénaristes avec toi et tu vas encore apprendre comme t'as fait et tout. Je dis, ok, mais je dis, mais moi, j'aime pas, les séries que j'aime, c'est Friends, Sex and the City et Six Feet Under. Enfin, je suis à l'ancienne. Il me dit, non, genre, t'as pas kiffé une série, là, pendant le confinement? Et là, je me dis, ah si, j'ai vu Rami. Ah, yes. Et là, je me suis dit, ah si, j'ai adoré meilleur. Rami. Ils m'ont dit, bah, fais ton Rami. Ah ouais, c'était vraiment, ok. Ouais. Et après, on m'a présenté Johan Gromb, qui est un super scénariste, qui avait écrit L'Arnaqueur, entre autres, et qui bossait beaucoup avec mes producteurs. Je l'ai adoré, on a commencé à réfléchir et tout. Et là, en deuxième, on a rencontré Xavier Lacaille. Et là, coup de cœur absolu. Moi, Xavier, je suis amoureuse. Je respecte beaucoup sa chérie avec qui il est, parce qu'elle est très talentueuse aussi. Mais vraiment, c'est le mec qu'il nous faut dans nos vies. Pour écrire et pour la vie. Il a vraiment une tête de jeune premier. T'as envie, même si c'est pas ton mec, t'as envie de le présenter à tes parents. Ouais, en tout cas, t'as envie, ouais. Tu peux, je suis sûr que si j'appelle Xavier tout de suite, je lui dis, écoute, faut que je fasse croire à ma mère que je vais me marier dans 1 mois et tout. Il vient tout de suite en vélo et il me dit, vas-y, on y va. C'est un mec sur qui tu peux compter, tu peux l'emmener dans n'importe quelle galère, il vient avec toi. Et ça, j'aime trop. Mais ça se voit fort dans son perso, dans Miskina. Bah, franchement, son perso, il se l'est écrit, hein. Vraiment. Il se l'est écrit, et on l'a adoré. Moi, c'est mon perso préféré. Lui et Victor Belmondo, c'est mes personnages préférés dans la série. Avec la grand-mère, bien sûr. Après, la sœur, elle m'énerve parce qu'elle me fait penser à ma sœur. Le personnage de ma sœur, il m'énerve parce que c'est ma sœur. Elle est relou. C'est Monica dans Friends, tu vois, j'ai envie de la tarter. Ouais. Et en même temps, je suis contente de la voir parce qu'elle gère tout. Tu vois, mais et la grand-mère, je l'aime trop. La mère, c'est ma mère, donc forcément, voilà, on est passif-agressif. Mais non, ouais, je sais pas, moi, mes personnages préférés, c'est les personnages qui me touchent. Et vraiment, un Xavier Lacaille, il me touche dans la vie et même dans son personnage de Mesquina, parce que c'est quand même un mec un peu paumé qui était traiteur, si tu reprends la saison 1, et qui est resté vivre là parce qu'il est perdu et qu'il a trouvé une famille et il est trop content de traîner avec la grand-mère et il regarde des telenovelas. C'est mon perso, bref. T'écris souvent, c'est des gens un peu paumés. Ouais. Alors que toi, ça va, tu vois. Ah, je sais pas si ça va. C'est pas? Je crois que ça va, mais non, je suis paumé. On est tous un peu paumés. Moi, j'aime bien quand ça touche les gens et j'ai l'impression que tous les gens sont paumés. Alors oui. Non, mais tu vois, ces persos où tu regardes un truc, tu rêves 5 minutes, ça y est, on l'a vu avec les comédies américaines, c'est trop bien. Moi, j'aime trop les personnages qui ont un petit pet au casque, qui ont des vraies fragilités, comme moi, comme toi, comme n'importe qui dans la rue. C'est pour ça que quand on regarde la couve duel, on veut des meufs normales, nous. Comme ça, on s'identifie. Moi, j'aime trop quand on peut s'identifier. Et la majorité des gens, c'est des meufs qui sont pas en couve duel. La majorité des meufs chamées que je connais, ou même en France, à l'échelle nationale, je peux même aller jusqu'en Belgique, c'est des meufs qui mériteraient d'avoir une fois par an une meuf normale en couve, du L, du Marie-Claire, de n'importe quoi. En fait, c'est trop cool de rêver avec des meufs qu'on adore et des meufs trop bonnes. Mais venez, on met des meufs qui nous ressemblent aussi. Déjà, pour éviter de nous complexer. Une fois par an, ça va. Et aussi pour qu'on s'identifie. C'est rare, moi, quand je regardais les séries, je me suis pas vraiment beaucoup identifié. Hein. Toi, je sais pas si tu trouvais des gens, mais... Si, je m'identifie à Daria, tu te rappelles sur la MTV? Mais oui, bien sûr. Mais bon, elle a mis du temps à arriver et puis elle est chelou. Ouais, elle est chelou, bah oui. Mais il y avait une Daria contre 554 autres meufs qui étaient pas nous, quoi. Mais j'ai l'impression que maintenant, il y a vraiment beaucoup de persos chelous. Oui, bah oui. Tu vois bien. Mais maintenant, c'est un peu je trouve, le moment anti-héros. Ouais, de ouf. Mais tu vois, il joue trop sur le anti-héros plus. Il est pas organique pour moi, le anti-héros. Oui, non, c'est vrai qu'il y a toujours un côté un peu génial derrière et puis tu vois le twist arriver tout le temps. Tu sais ce qui va se passer, là... Et en même temps, quand il y a pas ce truc génial derrière, les persos, ils sont agaçants. Moi, j'ai regardé, je sais plus le nom de ce film. C'est un truc qu'il y a sur Canal, Sick of Myself, je crois. Ouais, je l'ai pas vu, putain, mais ouais, je vois ce que c'est. En gros, le pitch, c'est une meuf qui prend des médocs qui sont logiquement interdits. Okay. Et ça lui va avoir des réactions de zinzin. Et comme ça, elle est malade et les gens font attention à elle. Ok. Et donc, elle est chelou, elle est insup. Maintenant, ça vient d'une fragilité, ça vient d'un besoin d'attention mais elle t'a pas touché. Mais si, mais c'était que négatif. Et donc, tu vois, il y avait ce truc de je m'identifie aux faiblesses, mais elle m'horripile. Oui, parce qu'elle est le faux.
Et que toi, t'as pas envie de dire, ah, mais en fait, je suis le faux. En fait, tu veux une bonne folie. Une Ouais. folie un peu malade, En fait, chelou. je veux qu'on me fasse pas voir les choses que je déteste chez moi sans me dire. Mais du coup, j'ai pas fini le film. Peut-être à la fin, elle est super. Mais là, il y avait un truc trop Ok, de. je vois. Tu vois. Comprends. Ça fait un bruit de couvert dans l'assiette quand je vois ça. Très grinçant, je capte. Ouais. Putain, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est pour ça que les persos à développer, c'est. Mais moi, il faut trouver un truc où j'ai envie de lui faire un câlin à la fin, en fait, de sa trajectoire. Qu'est-ce qui t'a le fait plus galérer sur la série? Sur Miskina, l'écriture, c'était trop bien, mais c'est un long processus. C'est vraiment. C'est pour ça que je sais pas s'il y aura une saison 3 parce que c'est long. C'est long. Ça te prend une pige, et au bout des une pige, tu pars 6 mois préparer et faire le tournage, et après, tu vas en montage. En fait, moi, j'ai envie de faire d'autres projets aussi, tu vois. J'ai envie de faire des films au cinéma, ça y est, ça me donne trop envie. Surtout là, on voit plein de films qui sortent, qui marchent, ça te donne envie, tu vois. Tu te dis que le cinéma, ça revient. Est-ce que c'est un truc d'ego de être projeté dans une méga salle, ou est-ce que c'est un truc où vraiment tu trouves qu'il y a une énorme différence entre les films cinéma et les films plateforme et tout, ou séries? Je trouve qu'on est plus indulgent avec les films et les séries sur les plateformes. Ah oui, parce qu'au pire c'est nul, tant pis. Ouais, mais moi, tu vois, il y a un truc que j'ai compris là en faisant Miskina, c'est que les gens, parce que moi, on s'est pris la tête à réaliser des trucs. Nous, on voulait que ce soit un peu beau, on voulait que ce soit une série, pas comme les séries françaises. J'avais pas envie que ce soit la plus belle de la vie, les gars, tu vois. Donc on s'est pris la tête sur la DA, et je trouve ça dommage que des jeunes regardent Miskina sur leur téléphone dans le métro. Ah ouais, j'avais pas cet égo-là avant, mais maintenant que je me suis pris la tête à choisir des trucs et tout pendant 6 mois en repérage, je dis les gars, franchement, au moins un petit écran, quoi. Ouais. Et au cinéma, il y a quand même un truc où tu fais ce métier pour aller au cinéma à la base. Donc, ah ouais Ah bah, t'as le rêve de gosse, des sièges rouges, du popcorn et des gens qui vont voir ce que t'as écrit 3 ans avant au Pâté Véplaire où t'allais quand t'étais petite, tu vois. Il y a quand même ce petit rêve de gosse, quand même. Ok. Pour moi, en tout cas. Les plateformes, c'est génial, c'est des opportunités de ouf. T'as 222 pays qui retransmettent Miskina, je suis hyper fier. Mais le cinéma, il y a quand même encore un truc où tu te dis... les gens se déplacent pour toi, c'est un peu comme la scène. Ils prennent peut-être une nounou, c'est une orga, c'est un budget, tu vois. Et en province, c'est la voiture, c'est peut-être pas comme nous en bas de la maison, le cinéma. C'est ça qui me touche, moi. C'est quand les gens, ils prennent la décision d'aller voir un truc que toi, t'as fait. Je trouve que la plateforme, t'es là parmi un catalogue. Même si je trouve que Miskina est vraiment le meilleur truc que Amazon ait fait. Avec peut-être Culte, que j'ai pas vu encore, mais qui a l'air super. Ah oui, j'ai pas encore vu non plus. Mais en tout cas, Miskina était là avant Culte, voilà. Oui, non, mais ça. Non, mais faut le dire. On le souligne. Hein. Pour une fois que c'est des Arabes qui font du bien. Quand tu dis j'ai envie de faire d'autres projets, c'est quoi? J'aimerais bien remonter sur scène, mais comme je suis angoissé, je sais pas si je vais réussir. Et que ça m'angoissait vraiment beaucoup. Et j'aimerais bien faire des films au cinéma, honnêtement. Et puis j'ai envie d'aller tourner pour d'autres gens aussi. Justement, le stand-up. Là, j'ai vu que tu remontais sur scène. Non, c'est pas Montreux, c'est un autre gala 1er novembre ou je sais pas quoi. Ouais, parce que au Paname, j'arrive à rien leur refuser. J'ai commencé là-bas, je suis très proche de Karim du Paname et il m'a dit viens, tu passes juste une tête. Je dis j'ai absolument 0 vanne. Il m'a dit mais tu montes sur scène et moi ma grande force de l'époque, hein, je sais pas si je l'ai encore, c'est comme le foot. C'est l'impro. Et donc à l'époque, je montais sur scène au Paname et je faisais 1 heure d'impro sans problème, genre, et je prenais du plaisir. Et les gens riaient visiblement. Et du coup là, il m'a dit viens, tu fais même pas 3-4 minutes, tu passes une tête. Et j'ai dit oui, et là je me suis rendu compte que c'était réel quand il a mis juste ma tête en mode affiche. Donc je sais pas ce que je vais faire le 1er novembre, je te dis la vérité. Soit je parle de sujets qui détendent, genre la Palestine et tout, soit je fais des vannes en impro, je verrai sur Rachida ou sur le ministère qu'on va créer toi et moi. Je verrai. Du coup, ouais, le stand-up, ça t'a filé des angoisses de ouf. Ouais. Genre, anecdote où tu montes sur scène avant Diams, je crois, et tu vomis dans ton écharpe, mais tu continues à faire le sketch en ayant vomi dans ton écharpe. Ouais, parce que je savais pas où mettre l'écharpe et c'était mes premiers pas sur scène, là. Là, tu parles de mes premiers pas sur scène au Printemps de Bourges. Je te le jure, j'ai encore la vision de l'écharpe qui était turquoise. Bon, après, on n'est pas obligé de se juger. Non, mais c'est pas grave. Mais elle était turquoise. Et j'ai vomi dedans. Et en même temps, elle me tend le micro et c'est le moment où il faut monter. Et j'y vais. Et ouais. Mais moi, c'était l'épreuve du feu, mes premières scènes. Les gens, ils font leur première scène dans des caves devant 2 personnes. Moi, c'était Printemps de Bourges avec Diams. Donc, c'est vraiment, j'ai tout commencé à l'envers. Mais après, je te rassure, j'ai aussi joué au lieu devant 2 personnes, dont une que je connaissais. Donc vraiment, c'était ça. Qui était Diams, d'ailleurs. Qui était vraiment Diams. Pas voilé encore. Je l'ai voilé juste à la suite
de ce rodage. Ok. Mais pourquoi, enfin, tu faisais quoi en première partie Diams? Tu faisais de l'impro, Je faisais de l'impro parce qu'à la base c'était pour meubler, et Diams, qui a eu une révélation de moi au catering, elle me voyait faire rire des techniciens de 50 ans. Elle me dit, mais en fait t'es faite pour ça. Et je dis, mais n'importe quoi, mon frère il veut pas, et de toute façon je suis douée à l'école et je sais pas ce que je veux dans ma vie, j'ai que 17 ans. Et du coup elle m'a dit, non, tu vas monter sur scène, tu vas faire des vannes. Et genre je sais pas comment ça s'est passé, mais elle m'a filé le micro. Au début c'était pour meubler. Et il y avait, je me rappelle, après il y avait 3 premières parties. Il y avait Irma, tu te rappelles de cette chanteuse? Irma, Ben l'Oncle Soul et moi. Ok. Donc voilà, je faisais partie de ces premières parties sans sketch. Et après, à force de faire de l'impro, j'avais trouvé mon sketch. Mais j'ai jamais écrit le sketch des premières parties de Diams. Il est venu sur scène. Après, c'était le public de Diams. Ils étaient vraiment acquis, hein. Je vais pas mentir. Bah, ils étaient gentils. Tu vois, c'était pas le public de Marilyn Manson. Enfin, tranquille, ils étaient détentes avec moi. Et après, on a commencé à écrire un truc très rama, mais c'était avec Diams, quoi. Et après, elle a arrêté la scène. Et moi, je me suis retrouvé à me dire, qu'est-ce que je fais? Elle avait mis 40 000 euros, ou 50 000, je sais plus, dans un compte. Elle avait dit, regarde, je te laisse pas en galère. Je sais pas combien il faut pour être humoriste. Prends ça. Et j'étais avec Sébastien Catillon, qui était son manager de l'époque. Et il m'a managé pendant longtemps. Il m'a emmené au Paname. Et c'est là que j'ai découvert que les 50 000 euros, je les avais dépensés en allant en terrasse faire des faux rendez-vous à chaque fois. On avait plus l'argent, tu vois, pour monter sur scène. Et après, j'ai été produite et tout par un producteur qui m'a arnaqué, qui m'avait bloqué et tout ça. Et il y a quelqu'un qui a racheté mon contrat. Non, mais c'était super. Bonne expérience, que j'ai pas voulu en parler à mon frère. Je me suis bien fait niquer. Ah ouais, ah oui, parce que toi, tu l'as signé en le disant pas à ton frère. Dit à mon frère parce que mon frère voulait pas que je fasse ce métier. Donc je me suis dit, alors tu sais quoi, j'ai un producteur. Et en plus, il produisait des trucs charmés. Donc il avait un petit peu une petite cote. Ouais, tu fais un peu confiance, quoi, quand même. Bah, franchement, je lui ai tapé dans la main en disant, tu vas être mon papa. Et au final, bah, il m'a un peu carna, quoi. Mais bon, comme plein d'humoristes à qui c'est arrivé, tu vois. Mais en tout cas, j'ai pas voulu solliciter la petite sœur de Ramzy qui dit, enfin, tu vois, qui n'a pas été pistonnée. Elle s'est faite niquer la première, hein. Donc, tu vois, c'était marrant. Et en même temps, ça coûte cher, hein, pour une blague. Ça fait un peu cher, là, d'avoir payé après le contrat, ouais. Il y a eu quand même 9 ans entre tes premières parties de Diams et ton spectacle. Ah ouais, mais j'avais du mal. Je t'ai dit que je suis devenu la rigolote de terrasse pendant 9 piges, où j'arrivais pas. Et la seule qui a réussi à me prendre et me dire, tu vas monter sur scène, c'est Émilie Quindinis, qui est notre productrice à toutes les deux. Et c'est vraiment elle qui a réussi, parce que avant ça, même chez Jean-Philippe Bouchard, il ne voulait pas me faire des premières parties. Il avait acheté des Colin Morris partout, mais vraiment où il y avait écrit actuellement au République, je ne jouais pas. Quoi? Non, mais t'as pas compris, en fait. Je ne sais pas j'ai pas compris ce qui s'est passé avec moi. Il y avait un truc de, c'est la sœur de Ramzy. Il y avait une petite montée de, elle est hilarante, c'est un génie, cut. En fait, tout le monde m'attendait au tournant et tout le monde avait peur de me mettre sur scène aussi. Et moi, la première. Attends, pourquoi tout le monde avait peur de te mettre sur scène? Je sais pas pourquoi il a fait ça. Enfin, peut-être parce qu'il a mal géré sa strate, mais j'avais des Colin Morris, Maros. Attends, et j'avais pas le droit d'aller jouer au Paname, tester là où moi j'ai quand même essayé longtemps dans les scènes ouvertes. Je suis quand même une meuf qui a commencé par Diams et ensuite les scènes ouvertes pour apprendre. Et lui, attends, il faisait semblant que tu jouais au République? En fait, il avait mis des Colin Morris pour faire monter le buzz. Je sais pas ce qu'il avait comme stratégie, je te jure, elle était éclatée. Mais ou alors c'était vraiment le mec qui était trop fou de drogue, je pense, ou fou d'excitation. Et j'avais des Colin Morris et j'avais une date unique que j'ai jouée où ça a été un carnage. Oh, waouh, oui. Mais un carnage. Pourquoi? Parce que j'étais sur scène, j'avais oublié le texte, je savais pas. Puis c'est fou, j'avais jamais joué 1 heure de ma vie. Et le mec me laisse pas aller m'entraîner ailleurs. Et il me donne une date unique. Et je fais que des filages. Et je crois que je connais rien. Et j'arrive à faire 1 heure. Et ça a été un traumatisme. Parce que je me rappelle, il y avait vraiment tout Paris. En plus. Oh merde. Donc j'étais mal. C'est chaud parce que quand t'as commencé à faire ça, tes proches, ils te disaient, ouais, tu vas t'afficher, le fais pas, nanana. T'en as qui me disaient, vas-y, fonce. Et il y en a qui me disaient, travaille. Il y en a qui me disaient, n'y va pas. Enfin, tu vois, j'ai eu un peu de tout. Mais j'ai quand même eu beaucoup d'encouragement de mes potes. Ok. Et beaucoup d'une Diams aussi, tu vois, je vais pas mentir. Donc quand t'as Diams qui t'encourage, c'est cool aussi. Je vais pas mentir, c'était une resta à l'époque. Mais il y avait quand même un truc, ton frère notamment te disait n'y va pas, ça te rendait malade. Ouais. C'est compliqué. Pourquoi t'as fait ça? Enfin, pourquoi tu t'es acharné? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bah en fait mon frère, d'ailleurs c'est la bonne question de mon frère de pourquoi tu veux y aller, c'était j'adore faire rire. Que je monte ou que je ne monte pas sur scène, je vais faire rire. Tu vois ce que je veux dire? Le serveur, le mec du Colissimo qui va me livrer là, enfin, c'est un truc qui me fait du bien de me faire rire. Attends, mais ouais, non, la scène, c'est un truc pour moi. C'est un truc que j'adore, mais j'en ai trop peur et ça dépend du ratio du moment, tu vois. Si la peur, elle est au-dessus de l'envie, bah, j'y vais hop. Et parfois, l'envie, elle est au-dessus de la peur, donc j'y vais.
Et ça dépend de quoi, ça? La météo, essentiellement. D'accord. C'est beaucoup la météo. À quoi ça tient? Comme quoi, là, il fait beau, j'ai envie de remonter sur scène. Demain, s'il flotte, pas sûr de rentrer à court. C'est con, ça, pour booker une tournée et tout, quoi. C'est relou, hein. Ouais. Ou alors, faut qu'on joue, genre, aux Antilles, ou tu vois, dans des pays chauds, je pense. Tu passeras jamais en Belgique? J'adorerais venir. J'ai des bons. Non, j'ai eu un mauvais souvenir, mais que des autres bons souvenirs. J'étais venu au Kings. Ouais. C'était trop bien. Au moment de Forte, t'as dit dans une interview, mon mécanisme de défense a toujours été la vanne. Oui. Là, j'ai perdu du poids, donc j'ai peur de ne plus être drôle. Je me sens plus vulnérable. Putain, je suis intéressante, hein. Mais ouais. Putain, je rigole. Non, je me rappelais plus avoir dit ça, mais oui, effectivement, quand j'ai perdu beaucoup de poids, j'ai été en angoisse j'étais nue, quoi. C'était trop bizarre. Et je me trouvais moins ramba. Ah ouais? Ah ouais. Pourquoi? Je sais pas. J'ai l'impression que j'allais devenir une comédienne lambda. Alors que moi, j'ai toujours un truc un peu à part. Je suis enrobée, j'ai des lunettes, j'avais un bonnet, je parle fort, ma voix, elle est rauque, tu vois. Et là, j'avais l'impression que j'allais devenir une comédienne parmi toutes les autres comédiennes qui mettaient des jeans taille haute, quoi. J'étais contente que ça bloque en dessous des bourrelets, quand même. Et maintenant, t'as toujours cette peur-là de plus avoir la spécificité. Mais je pense qu'au début, ça venait beaucoup du fait que tu faisais des blagues d'autodérision. Ouais, j'étais arrivée comme la grosse de service. Après, t'as d'autres grosses à qui j'ai dû ouvrir les portes. D'ailleurs, si elles veulent me remercier, n'hésitez pas, les meufs, les 2 portes battantes que j'ai tenues à l'aide de mes 2 ins. Il est temps de me dire merci parce que je vois mes enfants sur scène qui font des vannes sur les vergetures, les gars. Y a pas de problème, je voulais juste dire que j'étais la première grosse. Juste on le dit une fois. Et après, tranquille. La grosse originelle. C'était moi la plus dodue de France, merde. J'étais la femme de Père Dodu, c'était ça mon objectif. Ok. Et donc là, t'as toujours cette peur-là? Là, ouais, c'est pour ça que comme je fais du sport et que je maigris, je me suis dit qu'il faut pas que je maigrisse trop. C'est hilarant. Ah ouais? Tu sais que genre vraiment des coachs à l'usine, je vais à l'usine dans la salle de sport des riches, des gens du 7e art, de la Péloche, mais ils m'ont dit, mais il y a personne qui est venu nous voir en disant, je veux être moins grosse, perdre du poids pour la santé et tout, mais tranquille les frérots, pas trop. Il m'a dit ça n'existe pas. C'est la première fois qu'on entend une grosse dire je veux pas trop maigrir. Mais parce que je crois que ça me fait du bien. En plus, ça tient chaud, on va pas mentir. Comme ça, t'es pas obligé de mettre le chauffage très très fort l'hiver, tu vois. C'est vrai. C'est un petit édredon de peau. Un petit édredon, c'est très joliment dit. T'as peur de la solitude? Ah oui. Il paraît que tu sais pas dormir seul. Qui t'a dit que je dormais pas seul? Les gens à qui tu dors. Ouais, après, si on a la même productrice, tu vas tout savoir. Ah oui, il m'a envoyé attaché de presse. On a tout. Non, mais je demandais à Alison. Ouais, il paraît que tu trouves... Je trouve toujours des gens d'astreinte. J'ai mes d'astreinte. Ah ouais. T'as un doodle où tout le monde remplit. Ouais, mais tu sais, c'est comme tout, c'est comme quand t'invites des gens chez toi et dès qu'ils sonnent, t'es dégoûté que tout le monde vienne. Pourquoi? Parce que des fois, tu te dis c'est trop bien, on va passer un bon moment, et quand il y a trop de monde, tu dis en fait il y a trop de monde. Et non, moi j'aime pas dormir seul parce que j'ai même quand je m'endors avec la télé, j'ai le bon son exact pour pouvoir entendre un bruit s'il y a quelqu'un qui vient me violer ou m'agresser, et le bon bruit pour entendre aussi la série. Non, je suis le faux, hein. T'avais pas compris? Je suis pleine de traumas et de troubles. Je sais. Et attends, vas-y. Mais vraiment l'islam c'est super, hein, convertissez-vous. N'hésitez pas. C'est vraiment une phrase, une douche. Contrairement à d'autres religions, c'est vraiment long, fastidieux, il faut payer. Garde-le, si t'es un bonhomme, tu le gardes, ça. Ah, ça, je vais le... Non, je rigole. Ça, je vais le garder, hein. C'est sûr et certain. Mais tu penses que si t'avais pas... Ta famille, elle est croyante, pratiquante? Ouais, pas tous pratiquants, mais croyants, ouais. Et si t'avais pas été élevé par des gens croyants, est-ce que tu penses que tu serais arrivé toi-même? Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'attire? J'aime trop les religions. Mais genre, les religions, je te le dis. Hein. L'islam, pour moi, c'est l'iPhone 16, donc libre à vous de prendre le 4 ou le 8. Mais si tu suis, moi, vraiment, à 14 ans, je me suis posé la question, j'ai été à la Fnac Saint-Lazare et j'ai acheté les 3 livres saints, à savoir la Torah, la Bible et le Coran. Et je me suis vraiment dit, mais pourquoi il y a des embrouilles? Je me suis dit, en fait, c'est 3 tomes qui se suivent. C'est le Seigneur des Anneaux, mais avec des vérités de ouf. Mais moi, j'ai un rapport à la spiritualité, un truc qui m'attire depuis que je suis toute petite. Mes grands-parents étaient graves pratiquants, mais ils nous ont rien imposé. Ma mère, elle était pratiquante, mais détente, elle est pas voilée. Tu vois, c'était... Puis après, c'est un truc avec l'immigration où t'avais le droit, pas le droit, fallait pas faire de vagues, pas montrer qu'on était religieux. Enfin, tu vois, il y a quand même un truc en France où tu peux pratiquer ton culte librement, mais tranquille avec l'islam, tu vois. Faut se le dire aussi. Et qu'est-ce que ça t'apporte, genre, toi, quotidiennement? C'est comme j'ai une pote à moi qui a Petit Bambou, elle fait ses 5 ou 6 moments de méditation par jour. Moi, quand je vais prier 5 fois par jour, ça me fait mes petits moments de méditation où je me retrouve
avec moi-même, avec Dieu, parce que je crois en Dieu, tu vois. Mais c'est un peu l'équivalent de la méditation ou du yoga ou de tout ce que les gens peuvent faire pour se sentir mieux et se rapprocher d'un truc un peu spirituel. C'est juste que nous, ça fait peur parce que ils associent ça sur CNews au Bataclan. Mais c'est pas du tout le Bataclan, l'islam, tu vois. J'espère que cet épisode, aussi foutraque soit-il, vous a plu. Je pense qu'on en refera un jour où je poserai réellement toutes les questions que j'avais préparées. Les 2 premières saisons de Miskina ainsi que le film Forte sont disponibles sur Prime Video et en description, je glisse tous les liens pour suivre Melha Bedia. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ce podcast et à me suivre moi, @FannyRuet, pour être tenu au courant de la suite. Des bisous! Et comme d'habitude, cet épisode a été mixé par le fabuleux, l'incroyable, le très très beau Maxime Moitieu. Si un jour elle m'a appelé, ma mère, et elle a appelé tous ses enfants, donc en dernier Ramzi et Reza, mais qui sont mes 2 frères, et Rania, ma grande sœur, elle nous a convoqués dans un groupe, elle a dit voilà, elle nous envoie une photo de son ticket de loto, parce qu'elle joue énormément, ma mère, loto, jeu de grattage, elle adore ça. Et elle croyait qu'elle avait gagné, genre le gros lot. Oh non. Et le lendemain, elle s'est habillée, elle a été à la Française des Jeux, elle a mis son plus beau carré Hermès, elle a mis du parfum, talon et tout, elle a été. Et elle avait gagné 158 €. Et elle avait commencé à dire à ma sœur, regarde la voiture que tu veux, je te l'achète. Tu vois. Ça doit être horrible. Moi, j'ai eu un fou rire perso. Mais parce que c'était sûr, les gars. Et un jour, elle a gagné 15 000 €. Oh, waouh! Donc franchement, Ouais. elle sait qu'elle peut gagner. Mais en tout cas, le moment où elle a mis son petit carré Hermès et son parfum, Putain, c'est les tragique. talons, et qu'elle a été à la Défense pour rentrer dans les bureaux lugubres du truc, c'est très drôle. Ah, waouh.